Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel, ta bonne investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map du rouge et encore du rouge sur l'ensemble du secteur de crypto-monnaie. Un BTC à moins 4% à 47 870 $. Le TH, moins 4%, 3 820 $. Du rouge foncé, il y en a beaucoup, notamment sur Solana à moins 6%, 180 $. Le DOT, moins 6% à 28 $. Qu'est-ce qu'on a encore dans le rouge foncé? Le Shiba, le Crow, le Link, Mana, AXS, Cardano, moins 5% à 1,41 $. EGLD, Algo, XTZ, HBAR, VET, FIL, ICP, Kusama, Atom, Neo et j'en passe. Il y a d'autres tokens juste dans le rouge un petit peu clair, hein, donc entre moins 1 et moins 5%. On a notamment AVAX sur les 111 $, BNB sur les 537 $, Luna sur les 87 $. Cardano sur les 1,41 $, HEX qui s'en sort plutôt pas mal à moins 2,7%, 28 centimes. On a Matic sur les 2,55 $. On a FTT sur les 40,26 $, Theta sur les 5,15 $. Et on a quelques tokens qui sortent leur épingle du jeu, notamment FTM, me semble-t-il que c'est le token de la plateforme FTX sur les 2,32 $. On a IOTA également dans le vert foncé et on a quelques tokens qui sont dans le vert que j'arrive pas à voir puisqu'ils sont vraiment trop petits là sur la map. On a Léo normalement dans le vert également. Allez, on va voir ce qui s'est passé un petit peu sur le marché. On commence par le Scalpex Index et regardez. Bon, ça, voilà, de la pub. Voilà, regardez, on est repassé fort logiquement dans le FIR sur les 27 points. Hier, nous étions sur les 41 points, me semble-t-il, dans le neutre. Et là, on repasse encore dans la peur. C'est très très bien. Ce sont des moments pour investir, pour celles et ceux qui investissent à long terme. Vous pouvez faire du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average. Ne faites pas du all-in sur votre portefeuille. Commencez à construire des lignes progressivement. On a les réseaux sociaux, une fois n'est pas coutume, qui sont longtemps restés dans le up depuis déjà plusieurs mois. Et là, ça y est, ils ont lâché. On est vraiment dans le down. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à parler de bear market, de tendance baissière. Et ça, c'est plutôt sympa pour mettre en place des bottoms divers. Et l'order flow qui est dans le neutre. Bon, on ne va pas trop y prêter attention dans la mesure où on va étudier, nous, l'order flow de manière beaucoup plus précise et détaillée sur le TH et sur le BTC. Allez, que font nos amis de Grayscale, ce fonds de gestion américain hyper connu, l'un des premiers fonds de gestion à avoir investi dans le secteur des crypto-monnaies. Comme d'habitude, regardez 3 colonnes, la colonne des 24 heures, la colonne des 7 derniers jours et la colonne des 30 derniers jours. Sur la journée d'hier, donc la colonne des 24 heures, on a vendu 35 BTC, 214 ETH et 999 ETC. Et on a acheté du Mana. Je ne sais pas ce qui se passe sur Mana, mais en tout cas, du côté de Grayscale, c'est vraiment un actif qui est véritablement acheté. On a acheté 19 297 tokens sur Mana et tout le reste, regardez, du portefeuille, toutes les lignes ont été vendues. Alors, c'est pas énorme, 23 ZEC, 43 Zen. On a vendu 41 tokens de chez LPT, 5232 tokens de XLM, on a vendu 4 Solana, on a vendu 413 BAT et 21 Link et 7 fils, c'est vraiment très 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 léger. Sur la dernière semaine, pareil, on vend tout à l'exception de Mana et BAT, et sur le dernier mois, sur la colonne des 30 derniers jours, on vend tout à l'exception de Mana, LPT, Solana, BAT, Link et FIL. Ce sont vraiment les 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokens qui sont achetés sur voilà, des unités de temps mensuelles par nos amis de Grayscale. Rien ne vous empêche de faire d'ailleurs du copy trading et de faire exactement comme eux. Je vous rappelle quand même qu'on avait un encours au niveau de ce fonds à plus de 50 milliards de dollars. Ils sont à 43,45 milliards de dollars. Donc même eux perdent de l'argent. On a perdu 7 milliards de dollars en l'espace de quelques semaines. Je crois que voilà, c'était aux environs
du mois de septembre, on était encore à 50 milliards de dollars. Bien évidemment, ce sont des gens qui ont investi beaucoup moins, ils ont investi peut-être 5 ou 10 milliards de dollars sur ce portefeuille, donc ils ont fait du x4 ou du x5, ce qui est quand même considérable vu les sommes dont on parle. Allez, l'action Riot Blockchain que nous regardons en unité de temps hebdomadaire. Ici, on avait un flag baissier. Regardez, on est toujours en dessous de ce canal. Là, on latéralise du côté des 21 $. Je vous rappelle que cette action, elle traduit plus ou moins la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Regardons quand même l'unité de temps mensuelle, on ne l'a jamais fait. Mais regardez, c'est quand même assez pertinent ce qui est en train de se passer sur le mensuel. Je vous ai tracé la moyenne mobile à 20 séances. Regardez comme elle joue un rôle de test. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas retesté la moyenne mobile à 20 séances. Et moi, je vous le répète depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, à chaque fois qu'un actif évolue au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances, on finit toujours par la retester. C'est un petit peu comme la loi de la pesanteur. Donc ça c'est une première chose. Donc on voit également que, du point de vue de cette moyenne mobile à 20 séances, on est dans une tendance haussière. Et si on trace les fibs depuis ce bottom là jusque sur ce sommet là, on est en train de travailler la zone de rechargement à l'achat. Donc pour les gros investisseurs à long terme, quand je dis gros investisseurs, plutôt les investisseurs à long terme, on a quand même une zone, une localisation ici au niveau de la zone de rechargement à l'achat. Et on est en plein dedans. Regardez, entre les 78,6% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 17,51 $ et les 30,73 $, on a une excellente localisation. Alors après, il faut regarder un petit peu les structures qui se développent en hebdomadaire. Moi, j'affectionne particulièrement, vous le savez, les W. Pour le moment, pas de présence de W, ni en hebdo, ni en mensuel, alors peut-être ici, non, même pas en daily. Voilà, donc on reste focalisé ici sur l'hebdo. On voit ici qu'on est toujours dans cette jambe de baisse qui nous a mené des 80 $ jusqu'aux 21 $. Et tant que le premier arrêt ici à 43,51 $ n'est pas cassé par le haut, eh bien on n'aura pas de retour dans la zone de rechargement de short ici, qui sera prévu. Donc tant qu'on est en dessous le premier arrêt, on a plus de chances de venir faire des plus bas que des plus hauts. Et donc, tendance baissière en hebdo, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Regardez les indicateurs techniques, William dans la zone de survente, le RSI et le momentum dans leur zone de triangle de compression. Pas plus de choses à dire que ça. Du côté de notre ami le dollar index qui est comparé à un panel de devises internationales, notamment l'euro, le yen et voilà, le CHF par exemple, on avait identifié une forte jambe de baisse ici avec une figure de retournement à la hausse, ce W là qui avait été cassé par le haut, qui avait été validé puisque la trendline jaune avait été cassée par le haut. Et maintenant, on s'est affranchi des 38,2% de Fibonacci, ce qui montre quand même que la tendance baissière de fond est terminée. Et maintenant, on travaille actuellement la zone des 50% de Fibonacci. On est même dans un trading range maintenant, qui fait que le dollar pour le moment commence à se stabiliser et à latéraliser entre ces deux bornes, entre les 95,51 points et les 96,93 points. Bien évidemment, on attendra la résolution de ce canal pour savoir si on va venir retester la moyenne mobile à 20 séances justement au sud et retester les 38,2 ou si nous allons casser par le haut et rejoindre notre objectif ici de la zone de rechargement de short, la box rouge. Voilà, donc affaire à suivre. Concernant l'inflation, on a eu un petit break-even ici, c'est-à-dire que regardez, on a validé notre petit W ici en unité de temps hebdomadaire. Pour les débutants, je vous passe la chose en close line. Regardez le W, très joli W, qui a été validé donc en unité de temps hebdomadaire. C'est quand même assez intéressant et ça veut dire tout simplement que l'inflation va reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors il faudrait quand même casser la résistance oblique baissière ici en rouge pour vraiment avoir la libération d'un potentiel haussier et d'une continuation de la hausse. Regardez, on avait une longue tendance baissière avec des cours qui évoluaient au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui montait. Maintenant, on est dans une petite congestion, là, si j'ose m'exprimer ainsi.
Et tant que le premier arrêt à moins 26,63 points est préservé et qu'on crée un creux derrière, vraisemblablement, on va libérer un potentiel haussier. Donc ça veut dire quoi finalement, ce graphique? Ça veut dire tout simplement que la monnaie va continuer de se dévaluer et qu'il va falloir investir son cash dans des actifs, risqués ou non, mais dans des actifs pour justement compenser la perte de votre pouvoir d'achat. Le S&P 500 qui s'en fout complètement de la baisse des cryptos. Je vous rappelle que c'est l'indice américain des 500 actions américaines, donc cotées là-bas aux États-Unis, et on a breaké notre canal ici. On est en train de ranger entre ces deux bornes, entre les 4495 points et les 4743 points. On a cassé ça, on est actuellement à 4786 points, donc voilà, on a fait un ATH sur les 4805 points. Donc le marché américain est en forme, hein, donc il n'y a pas de raison que le secteur des crypto-monnaies ne suive pas. Pour moi, on est en train de baisser actuellement pour des raisons plutôt liées aux contrats dérivés et surtout aux options. On en parlera tout à l'heure. Les indicateurs techniques sur le S&P 500, toujours dans des figures de congestion sur le momentum qui reste lui en territoire positif, ce qui veut dire que les haussiers sont aux commandes. Au niveau du RSI, on a validé un W, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va vraisemblablement aller rejoindre dans un premier temps la zone de surachat ici sur les 70 points et pourquoi pas aller retester dans un second temps la résistance oblique haussière qui était en rouge, et enfin William qui lui est fidèle à ce qui doit se passer sur le cours. On est en zone de surachat, on vient encore de valider un W, donc pour moi sur le S&P 500 ça va continuer de monter. Regardons un petit peu le mensuel pour voir ce qui se passe. Regardez, on ne peut pas dire que le marché américain se porte mal quand on voit des courbes comme ça. Voilà, on est très 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 haussier. Bien évidemment, à un moment ou à un autre, on viendra tester la moyenne mobile à 20 séances. Ici, on est venu la retester. Oh, comme c'est bizarre, c'était en mars 2020. Voilà, date à laquelle le coronavirus a été déclaré. Voilà. On voit d'ailleurs pour les indicateurs techniques qu'en mensuel, c'est très très bon. Le surachat pour le RSI, le surachat pour William, le momentum qui fait quand même qui est en train de latéraliser quant à lui, mais qui reste quand même en territoire positif, et on voit que c'est quand même relativement volatile au niveau de cet indice. Passons au Bitcoin. Je vous disais hier que j'étais un petit peu inquiet par rapport au télescopage de la courbe bleue et de la courbe jaune, et regardez, on a bien créé un top comme on l'avait fait le 10 novembre dernier, comme on l'avait fait, c'était le 5 septembre 2021, et comme on l'avait fait encore une fois le 8 mai 2021 lors de notre petit crack. Donc voilà, ici on avait des éléments qui nous disaient attention quand même, les deux courbes sont en train de se télescoper, on a plus de chances de faire un top, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire à court terme, bien évidemment. On va voir justement l'analyse graphique du BTC. Je suis en unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une journée de cotation. Regardez, en fait, je vous le disais depuis déjà plusieurs semaines maintenant, plusieurs jours, puisque bon, ma chaîne a été hackée, je vous le rappelle, et j'ai quand même que 18 abonnés. Là, ça fait que 10 jours que j'ai recréé cette nouvelle chaîne, mais j'avais plus de 400 abonnés il y a encore quelques mois, et ma chaîne a été hackée, allez savoir pourquoi. Mais ça fait voilà plusieurs semaines que je vous répète que on est quand même dans un trading range, enfin plusieurs semaines depuis le 4 décembre dernier, on est entre les deux bornes, 45 600 $ et 50 637 $ pour le BTC, et tant qu'on restera à l'intérieur de ce trading range, il ne se passera rien. Donc on a été faire une chasse au stop ici en haut du range sur les 50 000. Allez, on a même été visiter les 52 000 $. Et tout simplement, c'est notre gros trading range ici en 4 heures. On ira tout à l'heure le voir. Mais actuellement, on est flat, tout simplement, depuis notre pseudo mini crack ici avec cette mèche jusqu'aux 42 000 $, qui est tout simplement le haut de notre ancien canal là, de notre mois de mai 2021. Eh bien, on évolue dans cette zone de rechargement à l'achat, donc entre les 45 600 $ et les 50 637 $. On est en tendance neutre, puisque regardez, la moyenne mobile à 20 séances, bon, ben, elle a arrêté sa chute, maintenant elle est à plat, donc on est juste en dessous. Effectivement, la bougie d'hier est vraiment très 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 impressionnante, hein, puisqu'on est quand même passé de 50 640 $ à 47 500 $.
Donc du coup, on a quand même pas mal d'altcoins qui sont dans le rouge et c'est normal, puisque c'est quand même encore le BTC qui drive ce marché. Maintenant, les indicateurs techniques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent quand même que on a cassé quand même une grosse figure de congestion sur le momentum et que on est tellement allé haut sur le momentum que là, c'est vrai, on chute, mais on est en train de trouver quand même un bottom, c'est-à-dire un creux, tout simplement sur les 8,2 points, voire 9 points. Donc on reste en territoire positif, et ça veut dire que ce sont quand même les haussiers qui, pour le moment, gardent la main dans cette unité de temps. On ira voir les indicateurs tout à l'heure en H4, mais pour le moment, ça tient. Regardez au niveau du RSI comme c'est assez pertinent également. Je vais prolonger ici l'ancienne résistance oblique baissière ici en vert. Regardez, là aussi, ça joue sur l'épaisseur du trait pour le moment. On a l'air de vouloir rebondir sur ce support oblique, même si, voilà, je pense que là, on l'a cassé, puis là, on fait un pullback. À voir si on l'a cassé par le bas, on fait un pullback et derrière, on continue notre baisse, ou si on va véritablement repasser au-dessus. Donc ça, il va falloir attendre un petit peu plus de temps. Voilà. Mais la chute a été quand même assez vertigineuse sur le RSI, donc on va voir si derrière on va créer un creux de ce côté-là. Au niveau de William, également pas beaucoup de choses à dire de plus, si ce n'est que ça n'a rien à faire ici. Je pense que je vais le décocher, voilà, ça devait être sur l'hebdo. Ici, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur William, regardez, on a fait une petite incursion dans la zone de surachat, mais elle a été vraiment de courte durée. Et derrière, on vient casser la courbe de signal en rouge et on vient peut-être créer une zone de creux. Ce qu'on pourrait identifier éventuellement, ce serait ce support-là, voilà, qui est plus ou moins en train de tenir pour le moment. Il faut vraiment le tenir pour que William puisse s'appuyer dessus et reprendre voilà, une petite tendance haussière, puisque je vous le rappelle, quand on est dans la box verte au niveau de William, sur le court, c'est pas terrible, quoi. Voilà. On a vraiment des choses qui sont intéressantes lorsqu'on est en zone de surachat et en zone de survente. Mais à l'intérieur de la box verte, il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt du trading range et une tendance relativement neutre. Ce qui est quand même assez positif, c'est que regardez, les spreads ici sont négatifs, et qui dit spreads négatifs dit que, eh bien, on a beaucoup de gens qui shortent ce marché, et donc bien évidemment ça a le mérite de créer des prix de liquidation au nord. Donc pour le moment, l'état il est comme cela. Alors peut-être voir ce qui se passe en H4. Depuis déjà plusieurs semaines, on avait identifié plusieurs zones. Alors là, on n'y voit pas grand-chose, forcément. On va essayer de zoomer tout ça. Je vais ici vous rappeler de quoi il s'agit. Voilà, souvenez-vous, ici, ça c'était début décembre, gros sell-off ici. Donc résistance oblique baissière là qu'on a en journalier. Ici, gros sell-off avec une mèche sur les 42 000 $. Et depuis, regardez, on évolue dans un trading range. Donc toutes les lignes jaunes que je vous ai mises, c'est des mèches qui ont été faites au début. Et donc on peut assimiler donc justement ce gros trading range dont je vous parle en journalier, voilà, à un gros trading range ici entre les 42 100 $ au plus bas et sur le haut du range à 51 936 $. Donc on est venu récemment là, faire mumuse dans le haut de notre énorme canal, et là regardez, c'est pas anodin quand je vous mets les petites lignes jaunes horizontales comme ça. Vous voyez que ce sont des zones de support. Elles jouent à la fois résistance et support. Donc ici, bien évidemment, on le voit, c'est une grosse résistance, puisque c'est quand même le haut du gros canal. Ici, celle-ci, elle n'a pas tenu longtemps, elle a cassé cette résistance intermédiaire, ou plutôt ce support intermédiaire. Et là, celui-là, il a l'air de vouloir tenir, on a l'air de vouloir rebondir dessus. C'est le support des 47 900, et on va, pour pas dire 48 000 $. Donc, s'il cède, derrière, c'est les 46 130 $, si je ne m'abuse, voilà, ici. Et bien évidemment, on va voir, on est vraiment au milieu du gros range là, donc ici on voit qu'on a un gros creux dans la value. Bon, là je fais vraiment de l'analyse détaillée de court terme, on voit ici qu'on a un creux,
Voilà, dans la value, et on voit que entre ces deux bornes, hein, c'est-à-dire ici entre les 47 000 $ et les 48 400 $, on a du business à faire, c'est-à-dire qu'on a très peu d'échanges de Bitcoin dans ces deux zones-là. Et donc, voilà, il y a des gens qui peuvent acheter ici du Bitcoin. Je vous rappelle qu'on est dans une zone de rechargement à l'achat sur le journalier. Donc, il y a des gens qui doivent acheter, bien évidemment, sur ces niveaux. Les indicateurs techniques en H4, ça peut être intéressant de voir que le momentum, il est en territoire négatif et que donc ça milite pour une poursuite de la baisse. Au niveau du RSI, on avait fait une incursion dans la zone de survente et on vient de la recasser par le haut. Ça, c'est plutôt une zone d'achat. Hein. Quand on sort de la zone de survente, derrière, c'est un signal d'achat. Et à l'inverse, quand on sort de la zone de surachat, c'est plutôt un signal de vente. Regardons d'ailleurs ici si c'était le cas. Regardez, ici, on était sur les 52 000 $ et le RSI a cassé à la baisse sa zone de surachat, il fallait vendre. Et regardez derrière ce qui s'est passé, on a bien eu la correction. Donc c'est assez intéressant de voir ces indicateurs techniques. Moi, je me fie beaucoup à William depuis quelques temps. Je trouve que William est très très pertinent. Et tant que William ici restera dans sa zone de survente, on continuera à baisser sur le cours. La seule chose négative, positive, c'est que les spreads sont restés, eux, négatifs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui shortent et donc qui pensent que le Bitcoin peut aller plus bas. Et c'est en général dans ces moments-là qu'on crée des bottoms. D'ailleurs, on est dans le fear. Et vous le savez, ce que je vous répète en permanence, c'est d'acheter la peur et de vendre la cupidité. Donc pour le moment, on doit être à l'achat et ne pas être à la vente sur ce marché. Bien évidemment, si vous êtes investisseur à long terme. Faisons une analyse détaillée de l'order flow. Ici, je suis en daily et regardez, on a bien la confirmation qu'on reste quand même dans des spreads qui sont négatifs depuis maintenant le 3 décembre dernier. Donc, on est même venu faire un pic à moins 25,64 points sur le spreads là depuis, voilà, c'est le plus bas. On a même été beaucoup plus bas que le 3 décembre dernier, donc ça montre quand même que les gens ont peur et short ce marché. Au niveau du funding rate, ça c'est les taux d'intérêt qui sont payés aux exchanges quand on a des positions en cours. Ils ne sont pas hyper élevés. Voilà, on est sur les 0,0038. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui a ouvert des positions sur les contrats dérivés. Et ça se voit ici, regardez, on a eu un gros nettoyage de l'open interest ici. Et là, on a encore un tout petit nettoyage ici il y a 2 jours. Donc honnêtement, on est quand même assez mature pour poser un bottom. Maintenant, à quel moment on va le poser, ça c'est mystère et boule de gomme, si j'ose m'exprimer ainsi. On passe à ETH qui est un petit peu mieux. Mais bon, en fait, on voit bien ici que c'est quand même le BTC qui est le token directeur sur ce marché. Regardez, on casse à nouveau la moyenne mobile à 20 séances qui baisse, on casse les 38,2 de Fibonacci et on rebondit au miracle sur les 50% de Fibonacci. Donc en fait, là encore, on avait un trading range, mais c'était plutôt entre les 3 760 $ et les 4 000 $. Bien évidemment, si on devait aller en dessous, derrière la zone de rechargement à l'achat très pertinente entre 3 127 $ et 3 500 $, je vais vous afficher les profits de volume. Je comprends pas pourquoi ils y sont pas là. Donc dans TradingView, c'est gamme fixe, je crois, ou gamme visible, je sais plus. Gamme visible, on va voir. Non, c'est pas gamme visible. Tant pour moi, c'est gamme fixe. Voilà, gamme fixe. Et donc la gamme visible, je vais la squeezer. C'est laquelle la gamme visible? C'est celle-là? Non. Ah, mais ça me les a rajoutés en même temps. Voilà, c'est gamme visible. Oh, je me suis encore trompé, c'était gamme fixe. Gamme fixe. Gamme fixe, indicateur, gamme fixe. Non, il n'a pas pris. Tiens donc, il veut pas me le prendre. Il m'a pris gamme visible, mais il m'a pas pris... Bizarre. Bizarre, très bizarre. Ah, il me le prend pas. Ah, ça y est. Très bizarre. Bon, enfin bref. Par contre, il me met ça. Alors, pourquoi il me met ça? Peut-être qu'il faut que j'aille dans... voilà,
la petite roue dentée, que je décoche quelque chose, je sais plus ce que je dois décocher, je crois que c'est le... Qu'est-ce que c'est que je... Paramètres en entrée, plus haut, plus bas... Il y a un truc à décocher, mais je sais pas quoi. C'est ça, c'est le POC. Voilà. Voilà. Tout arrive. Allez, donc ben voilà, hein, pas plus de choses à dire que ça. On est toujours en tendance baissière en unité de temps journalière. On va voir si les 50% de Fibonacci vont tenir le coup. Les indicateurs techniques en unité de temps journalière ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le momentum, lui, il a réintégré son triangle de compression. Intéressant. Alors que le BTC, lui, en journalier, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais plus. Non, lui il tient. Hein. Ouais, c'est bizarre. On dirait que TH est un petit peu plus fragile dans cette baisse, puisqu'on réintègre ici le triangle de compression. Vous voyez ici ce M là, c'est vraiment pas beau. La ligne de coup a été cassée par le bas. Donc derrière, ça milite plutôt pour une correction. On va voir si ce support-là tient tout simplement. Parce que là, on est vraiment repassé en territoire négatif pour le coup sur le TH. Et sur le RSI, pareil, là c'est comme sur le BTC. Là, c'est comme sur le BTC où c'est peut-être pire puisque on a réintégré ici cette ancienne résistance devenue support. Donc elle est redevenue résistante. D'ailleurs, je vais la colorier en rouge et je vais me faire un petit coup d'enregistrement. Voilà, donc des indicateurs un petit peu plus détériorés, on va dire, hein, au niveau de l'ETH et un William qui reste en zone de survente. Le William du journalier du BTC, lui, il n'est pas en zone de survente, on est bien d'accord. Il est toujours dans sa box. Donc on a bel et bien un ETH qui est un petit peu plus en PLS que le BTC. L'order flow de l'ETH en journalier, pareil, hein, on a des spreads qui restent en territoire négatif, mais là par contre on ne fait pas de plus bas. Donc oui, on a des spreads négatifs, mais voilà. Ça reste négatif. Le funding, je trouve que le funding il est beaucoup plus élevé que sur BTC si on voulait comparer les choses. On n'est pas sur des valeurs qui sont les plus petites. On avait vraiment des petites valeurs ici il y a quelques jours sur les 0,0046. Là on est sur les 0,010. Donc c'est un peu plus fourni on va dire. D'ailleurs, l'Open Interest, on voit que voilà, je trouve qu'il y a eu un gros rebond sur l'Open Interest qu'il n'y a pas eu sur le BTC. Regardez sur le BTC. C'est resté quand même assez flat. Alors oui, il y a un léger rebond, mais si on le compare à l'ETH, vous voyez quand même que la pente elle est beaucoup plus... voilà, c'est un plus gros rebond qu'on a eu sur les Open Interest. Donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça que l'ETH, il va prendre un petit peu plus cher sur cette correction. Maintenant, voilà, bon, l'ETH, pareil, hein, on est toujours dans un trading range, tant qu'on n'a pas la... voilà, tant qu'on ne casse pas le trading range par le haut, là, sur les 4000 $ en haut, et en bas sur les 3760, il ne se passe rien. Hein. Voilà, on ne peut pas voir quelle sera la résolution et donc ce qui va se passer sur ces deux actifs. Je voulais vous montrer le TH libellé en BTC parce qu'il est toujours aussi fort, hein, le TH comparé au BTC. On est toujours ici au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Hein. Je suis sur l'unité de temps mensuelle, hein, donc on est sur le très long terme. On voit que on a eu un sommet sur les 0,15 BTC et un bottom sur les 0,017 et on a rebondi sur le 0,017 et depuis 1er octobre 2019, derrière on a une tendance haussière qui est en train de se mettre en place. On a ici un W qui a été validé sur les 38,2 pour les débutants qui ne le voient pas, je vous le montre, il est là ce W. Alors, on a bien cassé la ligne de coup ici sur les 0,073 BTC. Et ce qui est assez classique en général quand on fait ça, c'est qu'on vient rechercher la ligne de coup par la suite. Ça s'appelle un wake of check. Donc là, peut-être qu'on va venir faire comme je vous l'ai dessiné ici au pinceau en orange. Peut-être qu'on va revenir chercher les 0,073 avant de repartir à la hausse avec pour objectif là petite box rouge là entre les 0,10 BTC et les 0,12 BTC. Donc si vous avez un BTC à 50 000 $, vous aurez vraisemblablement un ETH entre les 5 000 et les 6 000 $. Donc même si voilà, on reste avec un BTC qui est flat, logiquement à long terme l'ETH devrait le surperformer. On va faire le point du marché avec 4 altcoins qui drive un petit peu le marché selon moi, le BAT, le RSR, le Chiliz et le XRP. On va commencer avec le BAT en unité de temps
hebdomadaire, toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc en tendance haussière. On a sauvé les meubles également sur Chili's puisqu'on a rebondi sur les 24 centimes, on est actuellement sur les 30 centimes. Donc on est flat par contre, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plate, donc on est sans tendance. Au niveau de RSR, c'est du pareil au même, sans tendance. On a sauvé le second bottom également sur les 2,69 centimes, on n'est pas allé les chercher. On est actuellement à 3 centimes, on est dans la zone de rechargement à l'achat me semble-t-il, donc c'est quand même assez intéressant d'investir sur RSR. XRP que j'utilise plutôt comme un leader de marché qui a très très bien réagi la semaine dernière puisqu'on est venu casser la ligne de coup de notre précédent M. C'est assez rare de voir ça, c'est-à-dire qu'on valide un M, on valide donc une correction et puis finalement on revient au-dessus de l'ancienne ligne de coup du M et donc pour moi ça valide plutôt la formation d'un énorme W dans lequel ce M va rester bloqué. Voilà, pour moi on va faire ça. Alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, mais pour moi, voilà, on est en train de créer un creux ici avec un second creux ascendant. Voilà, tout simplement. Bon, c'est mon analyse, on verra si c'est comme ça que ça se fait. Et là, tout simplement, on vient de retester encore une fois la ligne de coup comme support. Bien évidemment, il ne faut pas la casser, cette ligne de coup du M, sans quoi le fait de l'avoir repassé par le haut, ça serait tout simplement une fausse cassure à la hausse et on repartirait en tendance baissière. Donc à voir ce qui va se passer sur XRP, mais ça va être quand même assez drivé par ce qui va se passer sur le BTC, bien évidemment. Mon portefeuille, est-ce que mes prix sont mis à jour? On dirait que oui. J'ai perdu une dizaine de pourcents sur ma performance. J'ai un portefeuille qui est valorisé 37 894 $. Ça fait un ROI de 130%. Ça fait un bénéfice de 22 807 $. Ouh, ça augmente. Il doit y avoir des prix qui se mettent à jour. Donc plutôt 38 000 $. 131% de ROI. 22 844 $ de bénéfice net depuis le mois de février 2021. Date à laquelle, regardez, j'ai investi 14 540 € sur ce portefeuille. À l'époque, c'était un petit peu moins de 17 000 $. Donc plutôt pas mal comme performance. Actuellement, je suis exposé à 35,7% en cash et à 64,3% en cash. J'ai une soixantaine de tokens différents qui doivent peser moins de 3% de mon portefeuille. Donc c'est pas le cas pour XRP, VET et BAT où je suis vraiment trop élevé. J'ai 7,9% de ma ligne qui est consacrée à XRP, 3,9% sur VET et 9,2% sur BAT. Je dois absolument m'alléger en XRP et en BAT, mais j'attends quand même d'avoir des prix beaucoup plus intéressants car pour BAT on est en tendance haussière. Pour XRP, je suis assez mitigé, mais je pense quand même que XRP à long terme va inscrire un gros W, donc je conserve pour le moment. Mon objectif, c'est d'obtenir une valorisation de 100 000 $ au printemps 2022. Initialement, je m'étais fixé comme objectif d'avoir plutôt 100 000 $ en cette fin d'année 2021. Bon, ça va être un petit peu tendu. Voilà, on n'y arrivera pas. Mais voilà, on déplace les objectifs, on les fait évoluer. Il n'y a pas de problème avec ça. L'altcoin du jour que je voulais vous présenter, c'est IOST, que je trouve très intéressant graphiquement. Après, à vous de vous faire votre propre étude sur le point de vue fondamental. On voit que ça fait toujours pareil. IOST, c'est voilà, ici longue phase de latéralisation. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut investir sur le projet. Phase de pump, phase de dump, phase de pump, phase de dump. Donc là, on va repartir sur une phase de pump vraisemblablement, puisque regardez, on est en train de créer un second creux ici, peut-être même un énorme W à la clé. Ici, si je prends mes fibs, que je prends le bottom ici, et voilà, le top là-bas, on est en train de sortir, non, on est encore dedans, on est dans la zone de rechargement à l'achat. Je vous rappelle que cette zone de rechargement à l'achat, c'est là que les professionnels investissent et rechargent. On n'appelle pas zone de rechargement pour rien. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop là, c'est la zone de rechargement que je veux vous montrer. Elle est là. Voilà, entre les 78,6 et les 61,8% de Fibonacci. Donc grosso modo entre les...
Voilà, entre les 2,1 centimes et les 3,6 centimes pour IOST. On est en plein dedans là. Voilà, on est vraiment en train d'évoluer dedans. Moi, ce que je préconise, c'est d'investir dans la zone de rechargement à l'achat. C'est une excellente localisation. Maintenant, vous le savez, c'est pas suffisant pour investir. Il faut vraiment qu'on crée des vrais bottoms. Et qu'est-ce que j'appelle un vrai bottom? C'est un W ici qui est validé par la cassure de sa ligne de coût. Voilà. Donc ça, graphiquement, il n'y a que ça qui peut vous permettre de savoir si bien un token a le plus de chances de pumper. Ouais, d'ailleurs, ici, on l'avait quasiment. Alors, oui, au niveau de la mèche, on a bien un premier creux plus bas que le précédent. Ici, en close line, on le verra mieux. Voilà, ici. Alors, ici, c'est comme... Ouais. C'est un W pour les mèches, ok, pas pour la bougie. Vous voyez que le second creux est plus bas que le premier. Donc, d'un point de vue de la bougie, si vous prenez que le corps de la bougie, c'est pas un vrai W. Vous voyez ici, là, on a vraiment un second creux sur les 1,8 centimes, alors que le premier creux, il était sur les 1,895, sur les 1,9. Bon, c'est pas un vrai W, mais on a quand même un double bottom qui s'est bien mis en place ici. Et on devrait faire de même ici dans la zone de rechargement à l'achat. D'accord? Voilà, donc peut-être également que si vous voulez rentrer, par exemple, vous avez 500 $ à mettre là-dessus, vous mettez 100 $ maintenant, vous attendez que ça se développe à l'intérieur de la zone de rechargement à l'achat. Dès que vous voyez des petits W, vous remettez encore 100 $. Si vous voyez qu'on vient chercher les 78,6, vous remettez encore une couche. Et de temps en temps, on vient même chercher les 88,6% de Fibonacci. Je vais vous les afficher. Je vais vous l'afficher pardon, ici parce que je ne l'affiche jamais. Mais c'est un tort que j'ai parce que je devrais l'afficher. Ici, vous allez dans style. Non, oui, dans style. Et vous cliquez ici et vous marquez 0,886. Voilà, on va le faire. Tiens, on va le faire en orange. Celui-là. Voilà. Avec une opacité un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Donc ici, ben voilà, regardez, c'est ici sur les 1,21 centimes. Alors des fois on y revient, des fois on n'y revient pas, mais quand on y revient, vous pouvez être sûr que vous avez un super prix quoi, hein, derrière. En général, on met en place des bottoms. Donc ça, c'est l'hebdo, je trouve que c'est pas mal. On a des spreads qui sont légèrement négatifs. On a un William qui est dans sa zone de survente, hein, ce qui veut dire que bah, pour le moment, on a encore plus de chances de faire des plus bas que des plus hauts. Mais enfin, on reste vraiment quand même dans des zones qui ont plus de chances de faire des bottoms que des creux, hein, que des tops. Voilà. Ici, sur le RSI, là encore, ben, on fait des plus bas. Donc actuellement, nous sommes sur les 44. Donc il faut vraiment attendre sur le RSI. Si vous tradez avec le RSI, vous tracez votre trendline avec les deux premiers sommets. Vous voyez que cette résistance-là, elle a été cassée par le haut. Donc très bien, je peux la mettre en vert. Je vais la colorier en vert. Il ne faut vraiment pas en repasser en dessous. Et deuxième trendline assez évidente, c'est celle-ci qu'il faudra, quant à elle, être cassée par le haut. Donc je la colorie en rouge puisqu'elle est toujours résistante. Voilà. Au niveau des supports, on ne peut pas dire qu'il y ait un support qui se démarque par rapport aux autres. Bon, ici, ben, on a les 35 qui peut-être peuvent jouer le rôle de support. Je pourrais tracer, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, pourquoi pas. Voilà, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc pour le moment, grosse figure de triangle de compression sur le RSI. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce triangle de compression en hebdo, il ne se passera rien. Si bien sûr on vient casser ici à la hausse la résistance oblique, là on aura vraiment eh bien, le déclencheur qui fait que ça y est, on repasse en tendance haussière. Le momentum chute assez vertigineuse, on vient faire un nouveau creux plus bas que les précédents, donc on est en territoire négatif, donc ça c'est pas tip top, il va vraiment falloir attendre que ça se stabilise au niveau de
de IOST. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est qu'on revienne à une volatilité beaucoup plus faible, beaucoup plus réduite. Donc, mais pour le moment, on a vraiment une bonne localisation. Ce qui manque, c'est la structure et la baisse de la volatilité. Voilà. Maintenant, si vous voulez investir là-dessus, alors est-ce qu'on va voir le mensuel ou pas? Le mensuel, c'est intéressant quand même aussi, regardez. On voit vraiment qu'on est dans une tendance long terme haussière, puisqu'on a une moyenne mobile à 20 séances sur les 2,6 centimes, on est actuellement sur les 3,3 centimes. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Regardons les indicateurs techniques pour voir s'ils sont si mal orientés que ça. Bon, finalement, oui, alors on a un M, un gros M ici en mensuel, c'est monstrueux. Ok. Maintenant, est-ce qu'on va être capable d'avoir un momentum qui arrête de chuter, pourquoi pas passe à une certaine latéralisation, rebondisse un petit peu. On n'est pas loin des zéros finalement, hein. On est à moins de 14 points. Donc voilà, d'ici les prochains mois, je pense que ça sera quand même peut-être intéressant de jeter son dévolu sur IOST. Là, sur le RSI, le M est toujours pas validé. Je vais me tracer ici ma ligne de coup. Et ça va être vraiment ce que je vais surveiller. Est-ce que on va valider ce double top ici, cet énorme M, en cassant la ligne de coup sur les 51,99 points. On va vraiment voir si on a la force sur IOST de rebondir ou pas. Là encore, sur William, on a également un M qui est en cours de formation. On va également surveiller la ligne de coup ici. Voilà, sur les moins 76,73 points. Et puis c'est tout, hein, on a des spreads qui restent quand même relativement positifs. Ce qui est quand même intéressant sur donc, ce token, on va quand même pas bouder notre plaisir, on va se faire un petit garage zone comme d'habitude. Hop là, garage zone, on va prendre la dernière jambe de baisse. On va prendre le bottom et on voit ici qu'on a ici une garage zone, voilà, des prix qui devraient normalement venir se garer dans la garage zone entre les 1,618 et les 2, voilà, ici, c'est-à-dire entre les 12 centimes et les 15 centimes. Donc honnêtement, là, on est quand même sur des x4, x5 de potentiel. Quand même pas inintéressant, bien évidemment pas plus de 2 ou 3% de votre portefeuille au niveau du risque, très important. Et n'hésitez pas à rentrer en plusieurs fois, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous avez 500 $ à mettre, mettez 100 $ aujourd'hui, 150 $ demain au milieu, 200 $. Faites du DCA au sein de la zone de rechargement à l'achat, c'est très 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 important pour lisser votre prix d'entrée. Maintenant, IOST, fondamentalement, moi, j'ai pas le temps de regarder si c'est un projet qui vaut le coup. Donc, je vais dans messari.io, je tape IOST. Je vois ici que c'est un token qui a une market cap de 595 millions de dollars. Donc, tiens, je vous ai pas fait la market cap aujourd'hui. Sur une market cap de plus de 2000 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose qui a un gros potentiel, puisque 595 millions, c'est une goutte d'eau par rapport au marché global, sachant que voilà, pour moi la capitalisation elle va dépasser bientôt celle d'Apple et de Microsoft. Et les investisseurs, il y en a, et il y en a plusieurs, voilà. Des Chinois, des gens de Singapour, encore des Chinois, des gens des États-Unis ici, voilà. Je les connais pas, à part Sequoia Capital que je revois assez régulièrement. Origine Capital, je connais pas, des HVC, des funds, voilà. Il y a des choses que je connais pas. Alpha Coin, je l'ai vu plusieurs fois par contre, voilà. Voilà. Avant de passer au news flow, peut-être que je vais vous partager la market cap, ça c'est important. Je vous ai pas partagé ça. C'est quand même un graphique qu'il faut suivre pour moi, hein, puisque c'est là qu'on voit s'il y a de l'argent qui rentre sur le secteur des cryptos. Hebdo, voilà, on vient encore une fois de voir que on est en train, pour le moment, de retester à nouveau les 38,2 et l'ancien support. D'ailleurs, regardez comme c'est assez impressionnant. On a vraiment une mèche ici sur l'ancien support. Donc, est-ce que ça redevient un support ou pas?
réponse à la fin de la semaine, puisque ici on est sur une unité de temps hebdomadaire, donc réponse dimanche soir 20h heure américaine. On verra vraiment si eh bien, on est capable de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, des 38,2 et de ce support-là. Très important pour la suite, bien évidemment, et de pérenniser ce troisième creux ici, ascendant par rapport aux deux autres, qui ferait que derrière, on aurait vraisemblablement un sommet plus haut que ce précédent, là, à 3000 milliards. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier les tokens dont la capitalisation est faible, et bien évidemment, dont le projet fondamental est intéressant, mais s'il y a des whales, des baleines, appelez ça comme vous voulez, dessus, c'est quand même beaucoup plus safe, entre guillemets. On termine avec le news flow. Hier, on s'est arrêté voilà, cet article-là des GAFAM aux géants des crypto-monnaies. Kraken qui permettra d'utiliser des NFT en tant que garantie pour des prêts, donc ça c'est plutôt pas mal, et pour Kraken et pour les NFT, hein, ça veut dire que les NFT maintenant ont de la valeur et que c'est considéré comme étant des actifs. Des actifs, j'allais dire des actifs risqués, plutôt des collatéraux qui deviennent des valeurs sûres. La blockchain de Velas avec son token VLX qui signe un partenariat pluriannuel avec Ferrari, ça c'est plutôt sympa. 15 000 milliards de dollars qui ont transité sur les plateformes d'échange de crypto en 2021, ça aussi c'est une news plutôt bullish. Et enfin, Binance qui devrait obtenir une licence d'autorisation à Bahreïn, ça aussi c'est pas mal. Enfin, pas enfin, il y en a encore des actus. La bourse de Gibraltar de chez GSX qui est sur le point d'être rachetée par la blockchain Valerium. Je ne connais pas du tout. Reprise pour Bitcoin et Ether en retard. Donc là, ça c'est un article qui date de 24 heures. Donc forcément, non, il n'y a pas de reprise pour Bitcoin puisque on vient de voir qu'il y avait quand même une belle bougie rouge. Ozzy Osbourne qui annonce sa première collection de NFT, les CryptoBats. Vraiment, hein, ces NFT, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé le secteur des crypto-monnaies depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Et enfin, la Banque de Russie qui veut interdire les investissements en crypto-monnaie. Ça, pour moi, c'est du bullshit. Ça veut tout dire et rien dire, puisqu'il me semble quand même que la Russie est plutôt pro-crypto qu'autre chose. C'est plus des effets d'annonce qu'autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow, puis quant à moi, je vous retrouve dès demain, comme d'habitude, en vidéo. Ciao!